Bonjour, l'objectif de cette nouvelle capsule vidéo est de vous faire comprendre comment s'est déroulée la libération de la France en 1944 et surtout comment a été rétablie la République française. Tout d'abord, comment a été préparée la libération du territoire français? Rappelez-vous, nous avons vu que depuis le 22 juin 1940, le territoire français est occupé au nord par les Allemands et le sud est la zone libre, mais en réalité, cette zone-là a été complètement occupée après le débarquement en Afrique en novembre 1942. Qui va préparer cette libération du territoire français? Eh bien, la libération est préparée de longue date. En effet, le Conseil national de la résistance, constitué à la fois des résistants de l'intérieur et des résistants de l'extérieur, va jouer un rôle très important à partir de 1943. Quel est l'objectif de ce Conseil national de la résistance? Ce Conseil national est vraiment constitué de différents mouvements, de toutes tendances politiques, c'est très important, aussi bien de gauche que de droite, a un double objectif. Premièrement, libérer le territoire, mais aussi rétablir la République qui devra être démocratique et qui devra donner de nombreux avantages aux Français. Donc depuis 1943, vous voyez, le Conseil national de la résistance, mais également les Alliés, ces Alliés étant soit les Anglais et les Américains, prépare la libération du territoire français parce que c'est très important. L'URSS aussi de Staline fait pression pour que les Alliés organisent en fait un débarquement en France parce qu'ils n'arrivent pas seuls à libérer toute l'Europe. Quand et comment la France va être libérée? Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la libération a été obtenue grâce à deux débarquements que vous voyez sur la carte. Le premier débarquement a eu lieu là, en Normandie, cette zone qui est marquée en rouge, le 6 juin 1944, et le deuxième débarquement a lieu en Provence, le 15 août 1944. Commençons tout d'abord par le débarquement en Normandie. Pourquoi débarquer ici? Pourquoi ne pas débarquer ailleurs? Vous voyez cette carte en fait c'est un zoom sur le nord-ouest de la France. Qu'est-ce qu'on remarque? Toute cette région-là, c'est donc la fameuse Normandie, là où va avoir lieu le débarquement. Eh bien, cette position est très avantageuse pour débarquer. Pourquoi? Parce que vous voyez finalement que ce n'est pas très loin de l'Angleterre, là où les troupes alliées se préparent, mais aussi parce que les Allemands sont persuadés que s'il y a un débarquement, il aura lieu ici à Calais et pas en Normandie. On voit bien ici que les Allemands ont positionné des bunkers un peu partout. Je vous ai déjà parlé en fait du mur de l'Atlantique, mais ils ne s'attendent pas que le débarquement ait lieu ici en Normandie. Comment va être organisé? Je vais aller très rapidement. Vous avez tous vu hier le film C'est pas sorcier sur le débarquement en Normandie. L'opération qui est lancée s'appelle l'opération Neptune. Cette opération-là est très importante. Elle est préparée donc en fait depuis plusieurs mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, ce sont les résistants qui vont commencer à jouer un rôle la veille du débarquement. Oui, mais comment vont-ils savoir que le débarquement va avoir lieu? Eh bien, n'oubliez pas, depuis que Charles de Gaulle s'est installé à Londres, il leur parle sous les ondes de la BBC dans la radio Londres. Et lorsqu'ils vont entendre un certain code, un mot de code, les sanglots longs de l'automne, ça fait un moment qu'ils entendent en fait ce mot de code, lorsqu'ils attendent la fin, que vous allez entendre dès maintenant, ils vont savoir que ça sera à eux de jouer. Écoutons-les. Ici, Lens. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Et voilà, c'était le code que les résistants de l'intérieur qui se trouvaient dans cette partie-là devaient entendre. Pourquoi devaient-ils entendre ce code-là? Parce que eux qui étaient à l'arrière devaient faire en sorte de bloquer les Allemands qui avaient construit tout ce mur de l'Atlantique, vous voyez ici, qui est schématisé par ces différents dessins. À partir de là, tout peut commencer. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, dans un premier temps, toute cette côte ici normande, est bombardée. Comment est-elle bombardée? À la fois par les navires qui arrivent donc en fait de l'Angleterre, mais à la fois par les avions. À la suite donc en fait de ces bombardements que vous voyez ici représentés par l'aviation, des parachutages ont lieu. Pourquoi? Parce que ceux qui vont être parachutés, entre autres des Américains, doivent toujours arriver donc en fait pour essayer de bloquer les Allemands. Mais
Comment les parachutes vont-ils se reconnaître entre eux lorsqu'ils vont arriver en fait en race campagne? Eh bien, ils auront à leur disposition des criquets et à ce bruit que vous venez d'entendre, ils savaient à peu près où se repérer. Par la suite, eh bien, dès le 6 juin 1944, qu'on appelle le fameux D-Day, à 6h30 exactement, eh bien, le débarquement peut avoir lieu. Et c'est là donc en fait que des milliers d'hommes et des milliers de navires vont pouvoir débarquer sur les côtes normandes. Pourquoi des drapeaux différents? Parce qu'on a à la fois des Américains, des Anglais, des Canadiens qui vont débarquer, mais n'oublions pas également qu'on a des hommes des forces françaises libres qui vont également débarquer. Vous voyez ici plus de 5000 navires vont débarquer, vont accoster des navires un peu particuliers, ce qu'on appelle en fait des barges, qui permettent en fait d'accoster en fait les différents bateaux, et plus de 150 000 soldats qui vont débarquer en ce seul jour de 6 juin 1944 pour essayer de libérer le nord-ouest de la France. Autant vous dire que ce débarquement a été très meurtrier, il fait plus de 10 000 morts, mais ça encore, il faudra retourner voir le film C'est pas sorcier. N'oublions pas, reprenons un petit peu ce qu'on voyait, que finalement ce débarquement en Normandie qui a lieu le 6 juin 1944 va permettre donc de libérer tout le nord-ouest de la France. On peut dire que finalement à la fin du mois d'août 1944, tout le nord-ouest de la France est libéré. Et ce qui va permettre de libérer le sud, c'est ce deuxième débarquement qui a lieu là en Provence, le 15 août 1944. Grâce à ce deuxième débarquement en Provence, toujours avec des alliés et également des Français de la France libre, eh bien vous voyez que toute la vallée du Rhône va être libérée. Et c'est à cette occasion-là que la ville de Mâcon sera libérée le 4 septembre 1944. Ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que la libération du territoire a certes été faite par les forces alliées américaines, anglaises, canadiennes dont je vous ai parlé, mais également parce que les résistants de l'intérieur ont joué un rôle très important. Pour que vous le compreniez, je vais vous parler de deux batailles. La bataille de Paris. Cette bataille de Paris a lieu du 19 août 44 au 25 août 44. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Eh bien, sachez que Paris est occupé depuis 1940. Lorsque Hitler vient à savoir qu'il y a eu le débarquement américain, les débarquements alliés en Normandie, il le demande à ce que Paris soit entièrement détruite. Lorsque les Parisiens viennent à savoir ce qui s'est passé, eh bien, les Parisiens refusent. Ce sont déjà des cheminots, des policiers qui se mettent en grève, puis toute la population qui va dresser des barricades un petit peu de partout pour empêcher les Allemands de procéder en fait à leur acte, aidés de tous les résistants. Et c'est grâce à toute cette action des Français et des résistants que la ville de Paris sera libérée le 25 août 1944. Et c'est ce qui va permettre également à la ville de Paris, qui va permettre à De Gaulle en fin de compte d'y débarquer dès le lendemain. Je voulais vous prendre également l'exemple d'une ville locale, Cluny qui se trouve pas très loin de Mâcon. Eh bien, la ville de Cluny, elle aussi, elle a été libérée par les résistants. Il a fallu une grosse bataille, une bataille qui a assez terrible parce que les Allemands en ont profité pour bombarder le fameux 11 août 1944 la ville de Cluny. Mais ce sont les résistants qui se trouvaient dans tous les maquis aux alentours, notamment au maquis du Bois-Clair, qui ont pu libérer la bataille de Cluny. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rôle des résistants va être sévèrement payé. Reprenons votre carte. Vous avez bien compris que tout le nord-ouest a été donc libéré par le débarquement de Normandie. Tout le sud ici a été libéré également par débarquement, avec les différentes actions des différents maquis et des différents résistants dans le territoire de la France. Mais les Allemands ne l'entendent pas de cette oreille, ils ne veulent pas quitter le territoire sans laisser faire les choses de cette façon-là. Eh bien, très souvent, les Allemands, avant de quitter le territoire, vont se venger. Je voulais vous parler à cette occasion de la ville d'Oradour-sur-Glane. Que se passe-t-il à Oradour-sur-Glane? Nous sommes le 10 juin 1944. C'est un petit village tranquille aux alentours, en fin de compte, de Limoges. Un territoire, un village autour desquels il y a également beaucoup de maquis de résistants. Eh bien, les Allemands ne l'entendent pas de la sorte. Et le 10 juin 44, des troupes un peu spéciales, un peu comme les Einsatzgruppen, dont on a déjà parlé en ce qui concerne l'URSS, vont débarquer à Oradour-sur-Glane. On les appelle les Das Reich SS. Ils débarquent ici, et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Eh bien, ils décident de prendre toute la population. Vous voyez là ici, c'est ce qu'il y avait dans l'église avant. Ils vont donc, en fin de compte, y enfermer tous les enfants et toutes les femmes du village. Et de la même façon, tous les hommes, eux, seront par contre mis dans d'autres bâtiments. Et en tout, 350 femmes et enfants vont être enfermés dans l'église. Ils vont être brûlés, je ne sais pas si vous imaginez. Et plus de 480 hommes aussi seront fusillés dans plusieurs bâtiments, puis tués. Tout simplement parce que les Allemands
ne supportent pas, en fin de compte, de perdre du territoire. Malgré tout ceci, grâce à l'action des Alliés, de nos résistants, eh bien la libération du territoire est très rapide. On l'a vu, Paris est libéré le 25 août 1944 grâce à ce soulèvement des résistants. Et c'est ce qui permet à Charles de Gaulle d'entrer à Paris et de finalement être reconnu un peu comme le chef de résistants. Voici des photos qui datent donc de ce mois d'août 1944. Vous voyez un petit peu la joie de ces Parisiens qui entourent en fin de compte Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle deviendra plus tard le chef du gouvernement provisoire. Il faut savoir que ce Charles de Gaulle, effectivement, vous voyez qu'il est très grand, qui se distingue du reste de la population, que ce Charles de Gaulle adressera un discours très célèbre aux Parisiens en disant, voilà, Paris outragé, Paris brisé, mais enfin Paris martyrisé, mais Paris libéré, et libéré par lui-même, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les résistants qui l'ont libéré. Grâce à ça, fin 44, toute la France est libérée. Vous voyez en fin de compte que les Allemands sont obligés de quitter le territoire français, avec la même occasion Pétain qui va fuir en fin de compte avec les Allemands. Et à partir donc de fin 44, début 45, nous l'avons déjà dit, l'Allemagne perd de plus en plus et c'est ce qui va l'amener finalement à signer la capitulation à Reims le 8 mai 1945. Donc la libération du territoire français est faite. Que va-t-il alors se passer en France à partir de août 1944 ? Qui va diriger la France ? Eh bien, c'est donc le gouvernement provisoire de la République française qui est constitué, on l'a vu, de Charles de Gaulle, mais également, j'insiste bien là-dessus, de plusieurs membres de partis politiques différents et d'anciens syndicats, c'est très important, ils sont ici représentés. Ce gouvernement provisoire a un gros travail. Son travail essentiel, c'est rétablir la République, mais pas que. Plusieurs actions du gouvernement provisoire. Premièrement, rétablir l'ordre. Il est important de rétablir l'ordre dans la France. C'est le gros bazar. Vous imaginez, on est en août 44, les Allemands sont partis, et dès que les Allemands sont partis, eh bien, c'est un peu l'anarchie dans tous les territoires. On se venge de ces Français qui ont collaboré. On se venge de ces femmes, par exemple, qui ont couché avec des Allemands. Ici, une photo qui est assez éloquente. Vous voyez des femmes, en fin de compte, qui sont rasées et qui ont une croix gammée sur leur front. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour montrer, voilà, vous avez couché avec des Allemands, vous avez que ce que vous méritez. Eh bien, le gouvernement provisoire ne l'entend pas ainsi. On parle d'épuration. Il veut éviter l'anarchie et donc très vite, il va mettre en place, à la fin de l'année 1944, des tribunaux pour juger les coupables et les collaborateurs. Deuxième action du gouvernement provisoire, très important, faire de grandes réformes sociales. Pourquoi faire de grandes réformes sociales ? Eh bien, pendant la guerre, beaucoup de personnes ont agi, ont joué un rôle, mais également parce que ce que veut le gouvernement provisoire, c'est améliorer les conditions de vie de tout le monde. Une grande réforme sera prise, c'est la sécurité sociale qui est créée en 1945, qui existe toujours aujourd'hui. C'est un système de solidarité par lequel les patrons et les salariés vont tous les mois en fait cotiser et grâce à cette cotisation, eh bien chacun pourrait être indemnisé en cas d'arrêt de travail, en cas de retraite, etc. Troisième action du gouvernement provisoire, prendre des mesures économiques pour établir la situation. Et oui, il ne faut pas vous dire que la guerre se termine et que tout va bien du jour au lendemain. Effectivement, les pénuries restent nombreuses et en France, on sera obligé d'utiliser des tickets de rationnement jusqu'en 45-46. Mais il faut essayer de rétablir la situation et c'est pour ça que la grande mesure, c'est la nationalisation. Retenez bien ce mot. Ça veut dire que l'État devient propriétaire de plusieurs entreprises, lesquelles l'électricité, le gaz, Renault, c'est ce qu'on appelait GDF, EDF par exemple, et des banques et des assurances. Quatrième action, rétablir la démocratie. Les Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le régime de Vichy, ont vraiment beaucoup souffert de leur perte de liberté. Rappelez-vous que Pétain exerçait un régime autoritaire, il exigeait un culte de la personnalité, les radios étaient interdites, les Français n'étaient plus égaux. Eh bien, pour ceci, la liberté de la presse sera rétablie, tous les journaux pourront dire ce qu'ils pensent, la liberté de penser également est reconnue. Et puis, deuxième grande